Bonjour à tous et à toutes. C'est le premier mercredi du COFER du mois de mars et on a la chance d'avoir, je ne vois plus sur mon écran mais il doit être encore avec nous, le professeur Bruno Fautrel de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui est le président du COFER et qui nous avait proposé ce sujet sur les manifestations rhumatologiques du diabète. Merci beaucoup Bruno pour ta participation et ton investissement énergique en tant que président du COFER. Il y a déjà une vingtaine de personnes de connectées. En général, on a quelques participants en plus au fur et à mesure. Et, euh, et donc, tu as 20 minutes à peu près de présentation et ensuite quelques questions. Et pour les participants, au fur et à mesure, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans la conversation, soit dans le questions et réponses. Eh bien, merci beaucoup Guillermo et merci pour l'invitation. Et c'est un sujet diabète et articulation qui m'intéresse depuis longtemps et avec des choses qui sont très cliniques, des messages à retenir et puis des choses pour l'avenir qui vont peut-être être très porteuses dans un certain nombre de maladies articulaires, notamment l'arthrose. Alors, mes diapos voulaient passer. Voilà. Euh, un point important pour commencer, c'est que vous ayez bien connaissance de la réaction de Maillard. Donc, la réaction de Maillard, c'est une réaction biochimique qui est liée à une réaction entre les protéines, le collagène et le sucre. Quand vous mettez du sucre, vous le faites chauffer dans une poêle, ça fait du caramel. Et bien là, c'est pas tout à fait la même chose que le caramel. C'est une fixation d'éléments sucrés sur les protéines. Donc, vous augmentez la glycosylation des protéines. Et puis, quand ça dépasse un certain niveau, vous avez la production de ce qu'on appelle des produits terminaux de glycation qui vont se fixer sur certains récepteurs et ça va avoir deux conséquences très importantes. Donc, les récepteurs s'appellent des RAGE. Et ça a deux conséquences très importantes. Petit à petit, ça va faire que le collagène va être modifié et que donc le collagène qui peut avoir certaines propriétés d'élasticité, certaines propriétés donc de déformabilité, certaines propriétés de transparence, vont être modifiées par cette réaction de Maillard. Et la deuxième chose, c'est que la fixation de ces produits terminaux de glycation sur ces tissus vont aboutir à un stress oxydatif. Et vous savez que ce stress oxydatif, donc c'est une inflammation à bas bruit, ça va avoir des conséquences notamment avec une sorte de vieillissement prématuré des tissus. Et il est dit dans le diabète que les patients diabétiques vieillissent prématurément et ils font les complications cardiovasculaires, neurologiques que font les non-diabétiques, mais avec 10 ans d'avance. Donc ça, c'est vraiment un point très important sur le fait que le diabète, en dehors de provoquer l'hyperglycémie, va avoir des conséquences tissulaires extrêmement importantes que vous connaissez bien. Ça peut donner des neuropathies, des vasculopathies, mais ça peut aussi avoir des conséquences au niveau des articulations. Donc, pour ce qui est des articulations, c'est vraiment là, cette notion de perte de l'élasticité, la déformabilité du collagène qui va faire qu'il va y avoir une tendance à avoir un enraidissement des articulations, un syndrome de limitation des mobilités articulaires, et qui peut survenir notamment chez les enfants qui ont des diabètes de type 1 et qui, quand ils ne sont pas bien équilibrés, vont avoir cette impression d'enraidissement des articulations. Il y a d'autres phénomènes qui surviennent, notamment, je vous ai parlé des tissus transparents, ça c'est le cristallin. Vous savez qu'il y a une augmentation de la cataracte au cours du diabète et c'est directement lié à cette réaction de Maillard au niveau des protéines du cristallin. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas complètement spécifique du diabète parce qu'au cours du vieillissement normal, on peut l'avoir, mais au cours du diabète, eh ben, tout ça va être accéléré et va survenir plus tôt. Dans tout ce que l'on va dire maintenant, à chaque fois, et là on va revenir sur ces différents symptômes, mais dans cette étude, c'est très bien faite. Vous voyez qu'on parle de capsules rétractile, on parle de syndrome du canal carpien, de ténosynovie, de maladie du Dupuytren, de chéroarthropathie. Vous voyez qu'à chaque fois, chez les patients les plus diabétiques, hein, en noir, qui ont une hémoglobine glycée la plus haute, eh ben, vous voyez qu'il y a vraiment un lien. Plus le diabète va être déséquilibré, plus il va y avoir une hyperglycémie chronique, plus on aura des embêtements articulaires et ce syndrome d'enraidissement articulaire.
Alors, comment ça se manifeste? Je vous ai mis à chaque fois des petites situations cliniques pour vous faire visualiser un petit peu les choses. Vous voyez ici un patient qui a 48 ans, donc qui est informaticien, qui a un diabète insulinodépendant, donc de type 1 depuis la vingtaine. Et globalement, il n'est pas à l'objectif thérapeutique. Vous voyez que son hémoglobine glyquée est allée à 7,7%, ce qui est quand même au-dessus de ce qu'on attend pour ce type de diabète, où on est plutôt entre 6 et 7%. Et ce patient a des douleurs de l'épaule droite depuis 3 mois. Ça a commencé au moment d'un déménagement, donc lui s'est dit, bah, je vais trop forcer. Et puis petit à petit, il a des douleurs qui persistent, mais il a surtout une perte de mobilité de son membre supérieur droit. Donc là, typiquement, on va rechercher les éléments pour essayer de comprendre est-ce que c'est un problème de tendinite, auquel cas on va avoir des douleurs, mais on n'aura pas la perte de la mobilité des articulations, ou est-ce qu'on est face à un problème de capsulite rétractive, où là on va avoir des limitations des mobilités actives et passives. Et celle qui est la plus importante, c'est la limitation des rotations, notamment des rotations externes. Quand vous le faites avec l'examen coude au corps et vous essayez d'écarter la main, vous allez voir que ces patients vont avoir une rotation externe qui va être diminuée par rapport au côté opposé. Vous pouvez avoir également une limitation de l'abduction et de l'antépulsion, mais ça, quand vous le faites, quand vous avez une pathologie d'épaule, du fait de la douleur, c'est très fréquent que vous ayez une limitation qui n'est pas une vraie limitation, c'est la douleur qui fait que les patients s'arrêtent dans leur mouvement. Quand on est face à ce tableau d'enraidissement articulaire ou de perte de mobilité articulaire, il faut faire des radios. Si les radios ne montrent pas d'omarthrose, ne montrent pas d'osséochondromatose, donc de présence de petits fragments osseux ou cartilagineux dans les articulations, eh bien, ça veut dire que c'est l'enveloppe, cette capsule qui est modifiée et qui va provoquer cette perte des mobilités. Donc, en général, on décrit 3 phases. Vous savez que la capsule rétractrice, ça peut survenir au cours de la godystrophie, mais ça peut survenir au cours du diabète également. Il y a très fréquemment une première phase qui est douloureuse, et plus on est avec des signes algodystrophiques, plus vous allez avoir une douleur qui va être d'horaire inflammatoire avec des signes vasomoteurs. Et puis, petit à petit, donc ça va durer pendant 3 4 semaines. Et ensuite, vous allez voir s'installer un phénomène d'enraidissement douloureux de l'épaule. Et si vous attendez suffisamment longtemps, spontanément, vous allez voir que les gens vont récupérer. Il y a une théorie associée à ça, qui est la théorie du cordonnier. L'idée est de dire que quand il y a cette capsulite, c'est la capsule pardon, du fait de la réaction de Maillard qui a perdu son élasticité. Un peu comme quand on tue un animal et qu'on enlève sa peau, la peau devient complètement sèche et rigide. Et c'est avec les mouvements progressifs spontanés ou avec la rééducation qui peut être proposée qu'on va avoir un effet de tannage de la peau. Donc on va retrouver de la souplesse. La capsule ne sera pas comme avant, elle sera bien modifiée de façon irréversible par les phénomènes de réaction de Maillard. Néanmoins, on va pouvoir lui redonner une souplesse par un mécanisme de tannage. Donc la peau, le cuir de bonne qualité va être très souple, mais ça n'a quand même pas les propriétés physiques d'une peau vivante. Donc un point qui est important ici, c'est de comprendre que très fréquemment, enfin, quand on décrit la capsulite, on dit ah bah oui, c'est parce que la capsule se rétrécit et il y a notamment ici un récessus inférieur. Quand on fait une arthrographie, on voit que ce récessus, il diminue. Et donc, on se dit, bah, ça, comme une chemise qui est trop serrée, on n'arrive pas à lever le bras parce qu'il n'y a pas suffisamment de tissu pour suivre le mouvement. Mais il y a un deuxième phénomène qui est très important, qui se situe ici, au-dessus de l'épaule, dans ce qui s'appelle l'intervalle des rotateurs. C'est un espace entre la tête humérale et l'acromion, où se croisent les différents tendons de la coiffe. Et cet endroit est normalement assez souple pour faire que les tendons glissent quand on bouge le bras. Et là, il y a une réaction inflammatoire à minima et un rétrécissement, cette zone devient moins souple et les tendons n'arrivent pas à coulisser. Et ce sont ces deux phénomènes, le phénomène ici sur l'intervalle des rotateurs et le fait que la capsule se rétrécit, qui aboutissent à la perte de la mobilité articulaire. Ça, c'est un point important parce qu'en IRM, souvent le récessus inférieur, vous l'avez ici, on peut voir de temps en temps un petit signal inflammatoire qui est modéré, mais qui peut être passé inaperçu. Par contre, de façon très régulière, vous avez ici cette réaction inflammatoire encore à minima de l'intervalle des rotateurs. Et ça, c'est un très très bon signe. Et quand les deux sont présents, ce sont d'excellents signes de capsulite en train de s'installer.
Alors, quelles sont les caractéristiques des capsules rétractiles du diabète par rapport à une algodystrophie, par exemple? Eh bien, la fréquence est accrue. En gros, c'est multiplié par 3 à 5 par rapport à la population générale. C'est très fréquemment bilatéral et ça, c'est ennuyeux parce que les patients vont avoir une capsule d'un côté, ils vont surutiliser le bras contralatéral et une fois qu'ils commencent à s'améliorer du premier côté, ils développent la capsule du deuxième côté. Donc, pour les patients, c'est une période un petit peu difficile. Comme c'est lié à l'hyperglycémie chronique, ça peut être associé à d'autres syndromes de raidissement comme le Dupuytren. Et chez les enfants, ça peut être aussi, les capsulites peuvent être aussi au niveau de la hanche, donc vous avez une hanche qui en raidit. Et donc, c'est associé aux complications du diabète, notamment la microangiopathie. Alors, il y a quelque chose qui a été dit, c'était que quand on avait des patients qui avaient une capsulite, eh bien finalement, même s'il n'avait pas de diabète, vous voyez que plus la glycémie était haute, et plus on voit qu'il y a une fréquence des capsulites qui est importante. Donc finalement, le plus on a une glycémie qui tend vers le diabète, et on voit qu'il y a une augmentation du risque de faire une capsulite. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le rechercher tout le temps chez les patients, ça ne veut pas dire que chez quelqu'un qui vient pour une capsulite, peut-être que la glycémie va être à la limite supérieure à la normale, mais quand même dans la norme. On ne va pas caractériser ces patients diabétiques, mais s'il y a des mesures diététiques à proposer, c'est intéressant de les mettre en place. Alors, en termes de traitement, le traitement ne va pas être particulièrement différent de ce qu'on fait avec une capsulite normale. Ça va être surtout la rééducation qui est très importante. Et il est dit que s'il y a des douleurs, il n'y a pas de bénéfice. Donc, pain égale no gain. Donc ça, c'est vraiment important. La rééducation doit se faire progressivement en respectant le seuil, en respectant oui, le seuil de douleur. Et il faut essayer d'être vraiment juste en dessous de l'apparition des douleurs. Le, on a clairement démontré que le fait de mobiliser avec la rééducation cette articulation, c'est ça qui était supérieur à des simples exercices faits par le patient ou à de simples traitements antalgiques. L'autre élément qu'on sait depuis très longtemps, vous voyez que ça c'est des références anciennes, c'est que quand les patients vont mieux, si on fait une arthrographie, on ne se retrouve pas à retrouver bien le récessus inférieur. Donc l'épaule c'est pas une restitution ad intégrum, mais en tout cas, c'est tout à fait fonctionnel avec un niveau de douleur qui est quasiment nul à terme. Il y a différentes choses qui ont été proposées aussi. Les infiltrations de corticoïdes, ça peut être intéressant, notamment au tout départ, quand en phase douloureuse. Bon, ça n'a jamais montré sa capacité à raccourcir le délai d'évolution de la capsulite et surtout, bien évidemment, ça peut avoir un effet délétère sur le diabète. Une alternative, c'est des capsulodistensions par voie donc percutanée, sous contrôle scopique ou échographique. Ça peut être tout à fait intéressant parce que ça va permettre d'avoir, en injectant sous pression du liquide dans l'articulation, de distendre un petit peu la capsule et de faire qu'on ait une récupération plus rapide, alors pas complète, le temps d'évolution globale va être le même, mais par contre, on va avoir un gain plus rapide en termes de récupération des mobilités. Il y a d'autres choses qui ont été proposées, des manipulations sous AG où on essaie de faire craquer la capsule ou des arthroscopies où on coupe le récessus inférieur. Ça n'a jamais montré une efficacité supérieure. Il y a d'autres choses qui ont été proposées, c'était des ondes de choc radiales avec, vous voyez, un petit bénéfice en termes de douleur, mais globalement, c'est quand même pas spectaculaire. Il y a également des choses qui ont été faites avec, donc ça, c'était, tous les patients n'étaient pas diabétiques dans cette étude, mais il y avait quand même 30% qui étaient diabétiques. Et là, on faisait infiltration, manipulation sous AG ou libération capsulaire et les manipulations, ou simplement la kiné avec une infiltration. Et vous voyez que quel que soit le traitement mis en place, eh ben, on n'a pas mieux que le traitement simple de kinésithérapie, plus ou moins l'infiltration. Alors, pour les autres syndromes d'envahissement articulaire, je vous ai parlé d'une patiente, ça c'est à connaître parce que c'est rare que vous voyez régulièrement ces patients. Ils se plaignent plus ou moins de leurs problèmes, mais les médecins ne sont pas forcément à identifier que c'est lié au diabète. Donc là, vous avez une patiente d'une quarantaine d'années qui a un diabète, donc là, insulinodépendant depuis l'enfance, qui n'est pas parfaitement équilibré. Elle a surtout une gêne dans les deux mains avec l'impossibilité d'étendre complètement les mains, les doigts. Et puis il y a également des épisodes de blocage. Donc là, il y a deux choses qui sont importantes. La chéroarthropathie diabétique, c'est que dans ce phénomène de réduction des mobilités articulaires, vous avez une perte de l'extension complète des mains parce que tout ce qui est gaine tendineuse a tendance à perdre son élasticité. Donc, les gens ne sont pas capables d'apposer complètement les deux faces palmaires des doigts ou de la paume et ont ce côté, donc on dit signe de la prière. On peut avoir la même chose sur la table où les gens n'arrivent pas à bien
mettre les doigts à plat, comme vous le voyez ici. Et donc ça, c'est important parce que c'est lié au diabète. C'est lié au diabète qui n'est pas équilibré. Des fois, ça peut avoir un effet très sclérodermiforme, avec des signes de Raynaud. Il n'y a pas les phénomènes vasculaires qu'on peut avoir dans la sclérodermie, par exemple, mais il y a vraiment des tableaux qui sont assez proches. Et l'autorééducation est importante, notamment de dire aux gens qu'il faut qu'ils pensent à étirer leurs doigts, à mettre la main sur le bureau et à mettre les doigts en extension pour arriver à récupérer. Quand on fait des IRM, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais de temps en temps, on peut voir cette inflammation à minima qui n'est pas très importante, mais qui témoigne bien du stress oxydatif lié à cette réaction de Maillard. La maladie du Dupuytren, là, vous allez avoir le même phénomène d'enraidissement, mais qui est surtout sur un doigt, et ça commence toujours par le quatrième doigt, des fois un petit peu le troisième, mais le quatrième est le plus, enfin, le plus à risque. La fréquence est multipliée par 4 au cours du diabète. La prise en charge est comme celle d'un patient non diabétique, et notamment l'aponévrotomie à l'aiguille est un excellent traitement pour ces patients pour arriver à vaincre cette poulie qui se fait. Quand on en est à ce stade-là où vous voyez vraiment qu'il y a un déficit important d'extension du doigt, là, c'est la chirurgie qui va permettre de lever la bride et surtout, il faut souvent faire une greffe de peau parce que il y a une perte de substance qui fait qu'on n'arrive pas à bien l'équilibrer. Il y a eu des traitements qui ont été proposés, notamment avec une collagénase de Clostridium qui permet d'avoir un effet comment, pour lever les adhérences. Vous faites une injection et après 24 heures, vous étirez le doigt et ça finit. Vous voyez que ça lève l'adhérence. C'est finalement pas très utilisé, c'est pas remboursé à ma connaissance. Et par rapport à la ponivrotomie à l'aiguille, ça n'a pas un avantage extraordinaire. Et puis enfin, le doigt à ressaut, où là, c'est un nodule qui est sur les gaines tendineuses et qui vient se bloquer au niveau d'un tendon. Et vous avez des patients qui vous décrivent vraiment un doigt qui est bloqué, comme vous le voyez ici. Et puis, si vous tirez, vous allez réussir à vaincre ce blocage. Et ça peut se traiter soit par simplement la kiné, soit par des corticoïdes qu'on injecte exactement dans le nodule, ou éventuellement de la chirurgie, qui est une toute petite chirurgie. Donc voilà, différents traitements. Tout ça, plus vous êtes diabétique mal équilibré, et plus vous allez avoir ces complications. Et la dernière, donc c'est le cas del carpien, même chose qui est plus fréquent, parce que le ligament annulaire antérieur du carpe perd de son élasticité, ça vient comprimer la. Deuxième grand chapitre, le pied diabétique. Donc ça, c'est important. Là, je vous ai décrit un patient qui était diabétique non insulinodépendant. Ça fait 25 ans que ça durait. Il avait une artériopathie, une neuropathie diabétique et il y avait déjà des durillons. Et ce patient vient avec un gonflement du médio-pied, ça fait 8 jours. La douleur n'est pas très importante parce qu'il y a de la neuropathie, mais il y a quand même un aspect inflammatoire. On voit qu'il y a une artériopathie, les pouls ne sont pas perçus. Et là, pour vous, il faut vraiment que vous ayez le réflexe. Quand il y a une artériopathie, quand il y a des durillons, vous avez un pied qui va être pas bien posé sur le sol. Donc, les durillons témoignent qu'il y a des surappuis à certains endroits. Et le grand risque, parce qu'il y a l'artériopathie associée et le diabète, c'est d'avoir des problèmes infectieux. Donc, c'est tout ce qui est phénomène de mal perforant. Donc, ce qui est important, c'est que vous compreniez que le pied diabétique, il a de multiples risques. D'une part, le syndrome d'enraidissement articulaire peut survenir aussi au niveau du pied. Ça ne va pas faire que les gens vont se retrouver avec des pieds qui sont non fonctionnels, mais il va y avoir une moins bonne adaptation du pied au sol, avec donc plus d'appui à certains endroits par rapport à d'autres, et ce sera le début des durillons. Il peut y avoir des problèmes mécaniques associés, notamment chez les patients diabétiques de type 2 qui sont volontiers en surpoids, et donc ça va faire qu'il y aura des contraintes supérieures sur le pied. La neuropathie va faire que lorsque vous posez le pied par terre, vous allez davantage avoir de microtraumatismes parce que vous ne contrôlez pas bien sur le plan proprioceptif la position du pied. Et quand il y a une artériopathie distale, s'il y a une plaie, vous allez favoriser des retards de cicatrisation, voire favoriser des infections. Donc là, chez ce patient-là, avec les durillons, très souvent, ce qui se passe, c'est ce phénomène. Donc là, vous avez les zones d'hyperappui. Quand vous examinez ces patients avec des monofilaments, vous voyez qu'il y a une moins bonne sensibilité. Et sous les durillons, ce que vous voyez à la surface, c'est cette zone hyperkératose, mais en dessous, très fréquemment, il y a des petits saignements que des fois, vous pouvez voir par transparence. Donc ça, c'est des petits hématomes à minima. Et vous savez que le sang est un excellent un milieu de culture extrêmement bon pour les bactéries. Et pour peu qu'à un moment donné, il y ait une fissure qui se crée, vous allez avoir des bactéries qui vont pouvoir passer et être dans une zone où il y a eu un hématome. Et ça, c'est le début de l'infection.
comme il y a une mauvaise vascularisation, les moyens de défense de l'organisme vont pas être bons, et vous voyez s'installer un mal perforant plantaire. Donc pour vous, c'est en général pas le rhumatologue qui gère les maux perforants, mais chez un patient diabétique qui a des durillons, qui a des pieds mal entretenus, c'est un problème. Et si à un moment donné, vous voyez ces patients avec un gonflement, surtout, ayez le réflexe de l'infection possible, parce que vous savez qu'au cours du diabète, il y a une augmentation du risque. Les bactéries adorent le sucre. En plus, l'hyperglycémie fait que les neutrophiles fonctionnent moins bien. Et donc, pour ces deux raisons, on sait qu'il existe un risque accru d'arthrite septique ou de polyarthrite septique. On dit que ça multiplie le risque par 3. Vous voyez que c'est des vieilles études, mais ça reste d'actualité. Une situation un tout petit peu différente. Là, vous voyez un patient qui a un diabète non insulinodépendant depuis 10 ans. Vous voyez que il n'a pas son hémoglobine glyquée à disposition. Donc ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui gère mal son diabète. Il est suivi ça, par son médecin traitant parce que finalement, c'est plus simple que d'aller voir le diabéto. Et vous voyez que cet homme, il s'est tordu le pied. En fait, c'est un vrai patient, hein. Ce patient me disait, je visitais des ruines en Syrie, c'était il y a longtemps. Mon pied, j'ai trébuché, il s'est mis à angle droit, et puis donc sur le côté, hein. Et puis finalement, j'ai remis en place et j'ai continué, mais ça va. Comme il n'y avait pas de douleur, le patient ne s'est pas inquiété s'il y avait un gonflement, mais c'est tout. Donc vous avez un patient qui est peu douloureux, qui a une déformation extrêmement importante, et vous n'arrivez pas à imaginer que cette déformation puisse se faire sans dégâts articulaires. Il y a un aspect inflammatoire de remodelage osseux. Il n'y a pas de fièvre. Vous savez que la fièvre chez un patient diabétique n'est pas un bon signe d'infection. Et puis surtout, chez ce patient, vous voyez que vous percevez les pouls. Donc par rapport à celui d'avant, vous avez une neuropathie et une artériopathie. Celui-là, vous avez une neuropathie, il s'est tordu le pied, ça ne lui a pas fait mal, mais les pouls sont perçus, il n'a pas d'artériopathie. Donc ça, c'est le terrain typique du pied de Charcot, de l'ostéoarthropathie nerveuse. Donc dans ce pied de Charcot, on garde le trouble proprioceptif, le surpoids avec les contraintes articulaires, les microtraumatismes à répétition. Comme il y a une neuropathie, il y a d'autant plus, il y a peu de douleur, donc les gens ne vont pas s'inquiéter. Et à côté de ça, il y a une fragilité osseuse qui peut être liée au patient, mais le diabète peut favoriser ça, et un hyperdébit sanguin, parce que les patients qui n'ont pas d'artériopathie et qui ont une neuropathie diabétique, ils ont fait très souvent des dysautonomies, donc avec des problèmes tensionnels. Et l'hyperdébit sanguin va être un facteur d'hyperremodelage osseux, et ça va aboutir à une destruction de l'os beaucoup plus rapide. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Au départ, ça donne cet aspect-là. Vous voyez, c'est très inflammatoire. On dit, c'est peut-être une infection. Il y a peu de douleur. C'est vraiment, si quelqu'un a un traumatisme, dit non, mais j'ai pas eu mal. S'il est diabétique, attention, ça peut correspondre à une neuropathie. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. Et ce qui est dit, hein, c'est que le pied de Charcot, c'est à peu près 15 à 20% des diabétiques qui ont une neuropathie sans artériopathie. Donc c'est comme ça peut, c'est pas rare. Ce que vous pouvez rajouter, c'est que c'est tout le temps les pieds de Charcot chez des patients diabétiques qui ne comprennent rien, soit parce qu'ils sont bêtes, soit parce qu'ils sont dans le déni de leur diabète. Et donc, ce qui fait que ils vont tout vous positiver, il n'y aura pas d'inquiétude. On avait un collègue rhumatologue qui avait un pied de Charcot, absolument pas dans l'inquiétude de quoi que ce soit. En fait, son diabète s'était dit, moi, je m'en fous, je continue à vivre. Et en fait, son diabète était extrêmement compliqué à vivre. Ça peut toucher différentes zones du pied. De temps en temps, ça peut être à l'extrémité, au niveau des MTP, pardon, à peu près 20% des cas. Surtout au niveau tarso-métatarsien, c'est-à-dire en plein milieu de la voûte, où il va y avoir des contraintes importantes. Donc ça, c'est la moitié des cas. De temps en temps, ça va être au niveau des maillots tarsiennes. Rarement de la cheville, mais ça peut survenir, des fois au calcanéum. Donc il y a trois temps vraiment qui sont importants à identifier. Au tout départ, il y a un peu de chaleur, mais c'est tout. Mais c'est après, vous avez la chaleur qui va persister, un gonflement du pied. Vous allez avoir éventuellement des facteurs inflammatoires qui vont se surajouter. Et quand vous faites la radio, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses. Petit à petit, vous allez voir un effondrement de la voûte plantaire, ce que vous voyez ici. Je vais vous montrer des radios pour bien que vous visualisiez ça. Mais vous voyez qu'on a perdu les interlignes ici, tarso-métatarsien, mais également du médiotars. Et donc là, vous allez avoir une déformation et un enraidissement progressif. Et puis après, tout ça va se reconstruire, mais vous allez avoir un pied qui va avoir une forme très bizarre, ce qu'on appelle patatoïde.
vous allez avoir des appuis qui vont être complètement perturbés. Notamment, vous voyez ici que le médio-pied arrive en contact avec le sol. Donc finalement, là où normalement c'est un trépied entre la MTP1, la MTP5 et le calcanéum et le talus, et ben vous allez vous retrouver, le calcanéum, vous allez vous retrouver avec un appui qui va être un peu sur le calcanéum, sur le médio-tarse et sur les orteils. Donc clairement, c'est un pied qui va avoir énormément de difficultés à fonctionner. Donc voilà une image ici d'une atteinte tarso-métatarsienne avec cet aspect flou qu'on dit en craie mouillée qui témoigne de l'hyper-remodelage osseux. Vous ne voyez plus bien les internes. Là, c'est un pied de Charcot déjà à un stade avancé. Vous avez ici sur ce, donc c'est le même, hein, c'est au niveau tarso-métatarsien. Vous avez ici l'effondrement du pied. Alors, au départ, l'internime peut être peu modifié, mais ce que vous allez commencer, c'est bien une ostéoarthropathie nerveuse. C'est l'articulation qui va, l'internime qui va se pincer, mais avec une destruction de l'os adjacent, avec cet aspect crayeux. Si on fait une densitométrie, il n'y aura pas forcément, le phénomène est très local, donc il n'y aura pas forcément d'anomalie. Si on fait des prises de sang, il y aura à tous les coups des carences en vitamine D. Et puis après, de temps en temps, on évoque un problème infectieux. Donc, c'est là qu'il faut partir dans des examens un peu plus compliqués, TEP scanner ou scintigraphie au polynucléaire marqué à l'indium 111. En pratique, c'est surtout l'existence d'une porte d'entrée cutanée. S'il y a une porte d'entrée, forcément, on va aller chercher l'infection de façon beaucoup plus importante. Dans le traitement, alors la version actuelle recommandée, c'est dire qu'il faut mettre en décharge. Donc il y a différents outils. Ça, c'est en fait des chaussures. Vous mettez la jambe à l'intérieur et l'appui, au lieu de se faire sur le pied, se fait sous les plateaux tibiaux. Vous avez la même chose, ça c'est une botte. Donc l'appui se retrouve ici, sous les plateaux tibiaux. Et le but, c'est de mettre en décharge cette zone qui est en train de se défaire. Le problème de ces bottes, c'est que c'est pas très facile au quotidien. Et surtout, bah, ça va faire qu'on va quand même plus être en charge de l'autre côté. Donc en général, une fois qu'on cicatrise le premier pied de Charcot, on a le deuxième qui apparaît. Autre élément très important, il faut absolument une supplémentation en vitamine D pour corriger une carence. Alors, il y a des traitements qui ont été proposés, notamment par bisphosphonate, pour arriver à arrêter ce remodelage osseux. Il y a plusieurs études qui ont été faites. La démonstration d'efficacité, elle n'est pas spectaculaire parce que le critère de jugement, il n'est pas facile à faire. Quand vous avez, ça modifie le volume du pied, mais sinon, si c'est quantifié les destructions articulaires, sachant que ce n'est pas les mêmes articulations, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, à ce jour, il n'y a pas beaucoup Ça, c'est nous, ce qu'on avait fait, c'était un traitement par pamidronate où on faisait une perfusion tous les 3 mois pendant un an. Je vous montre juste, voilà, ici, vous aviez une zone qui commençait à être en danger avec un os qui commençait à devenir crayeux. Et donc, petit à petit, on s'attendait à ce que ça se désintègre. Et en fait, avec le traitement par bisphosphonate, vous voyez que les choses se sont corrigées. Il y a bien eu une perte osseuse, mais finalement, ça s'est reconstruit et il n'y a pas eu de handicap définitif pour ce patient. Voilà un autre patient. Vous voyez cet aspect-là crayeux qui s'était développé. Eh ben, il y a une néo-articulation qui s'est reconstituée, mais on n'a pas vu la cascade, l'enchaînement de destruction de tout l'avant-pied chez ce patient. Ça, c'est une autre étude avec l'alandronate et le zoledronate. Et je vais vous montrer surtout ça, pardon. Voilà. Et ça, cette dernière étude, c'est avec une dose unique de denosumab sur une petite population. Vous voyez que quand on regarde l'évolution des patients, eh bien là, on a une évolution qui est plus courte sous denosumab. Il y a 70 jours à peu près de différence. Vous avez ici, en termes de dislocation du pied, il y a eu 2 cas de déformation du pied contre 5 cas avec le traitement usuel. Vous avez ici l'apparition d'un ulcère, donc 4 cas uniquement sur 5. Et pour l'amputation, qui est quand même le témoin que les choses ont mal tourné, ben vous voyez qu'on en a eu un certain nombre ici, mais aucun sous denosumab. Donc je pense que ça, les diabétologues ne sont pas encore complètement convaincus que c'est un traitement, mais quand on voit ces patients, il faut absolument passer outre leurs recommandations. Et le niveau de preuve, notamment pour le denosumab, est quand même particulièrement élevé. Alors, ça me permet d'enchaîner rapidement sur le os et diabète. Donc, il y a une diminution de la qualité de l'os au cours du diabète, mais ce n'est pas si simple que ça. Je vous montre simplement cette image-là. Vous voyez dans le diabète, donc ça c'est un os normal, dans le diabète de type 1, du fait de la carence en insuline, on voit qu'il y a une anomalie de l'os trabéculaire avec une raréfaction des travées. Ça, en général, c'est au départ, mais une fois qu'on les traite, les choses s'améliorent.
De l'autre côté, vous avez le traitement, le diabète de type 2 chez les patients qui sont souvent en surpoids. Là, vous voyez que les travées sont plutôt correctes. Les corticales sont un petit peu plus poreuses, mais il n'y a pas vraiment de fragilisation de la corticale. Et c'est ce qui explique de temps en temps, vous savez, que sur le rachis, les hyperostoses vertébrales engueulantes. Donc, ce mécanisme du diabète sur l'os, c'est pas si simple que ça à comprendre. Et puis ensuite, il y a eu plein de discussions sur les différents traitements, notamment les nouveaux traitements comme les glyphosines, qui semblaient avoir un effet sur de diminution de la densité minérale osseuse et d'augmentation du risque fracturaire. Avec tout ça, on est un petit peu en difficulté. On n'a pas dans l'idée de changer complètement la prise en charge des patients diabétiques en termes d'ostéoporose, simplement de surveiller. Et honnêtement, globalement, il vaut mieux avoir un diabète bien équilibré avec ces différents traitements plutôt que de passer à côté d'un bon équilibre du diabète et de redouter une ostéoporose. Donc simplement, on laisse les diabétologues choisir leur traitement antidiabétiques et derrière faire une surveillance, notamment chez les personnes âgées et bien sûr chez les personnes qui ont une ostéoarthropathie nerveuse. Et le dernier point, c'est sur l'arthrose et le diabète. Ça, c'est un point important. Vous savez qu'il a été décrit qu'il y avait différents types d'arthrose. Il y a des arthroses qui sont surtout douloureuses, il y a des arthroses qui sont liées à l'âge et finalement on a l'impression que c'est un petit peu un phénomène inévitable. Il y a des arthroses post-traumatiques, il y a des arthroses familiales avec un élément génétique, mais il y a aussi ces arthroses métaboliques qui surviennent chez des gens qui ont davantage de surpoids, qui ont davantage d'hyperglycémie. Il va y avoir des contraintes mécaniques dessus et il est possible que là, il y a un rôle spécifique du diabète avec ces produits euh, de glycation, les produits AGE, qui vont se déposer sur le cartilage et diminuer sa déformabilité, et donc finalement faire qu'il y a plus de microtraumatismes, et peut-être faire que globalement les articulations fonctionnent moins bien. Il y a plein de choses qui ont été mises en évidence. Ça, c'est un schéma qui est assez récent, qui avait été proposé. Globalement, ça va un petit peu dans tous les sens. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'inflammation à bas bruit, à faible intensité, dont on dit qu'elle est importante au cours de l'arthrose. Et là-dedans, il y a des éléments pour dire que le diabète pourrait rajouter quelque chose. Il y a l'histoire du tissu adipeux, et vous savez qu'il y a de la graisse, notamment au niveau du genou, du tissu de Hoffa, et cette graisse est capable de produire des cytokines pro-inflammatoires, donc ça peut participer à l'inflammation à bas bruit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu une étude qui avait été faite avec la metformine versus des sulfamides ou versus pas de traitement. Et ce qui avait été montré, c'est que chez les patients qui avaient de la metformine, eh bien, finalement, ils faisaient moins d'arthrose incidente, ils avaient moins de pose de prothèses, comme s'il y avait un bénéfice du traitement diabétique, et c'était vrai avant ou après appariement. Dans cette étude, vous voyez que quand on regardait la survenue ici du diagnostic d'arthrose, ben oui, ça survenait un peu moins rapidement par rapport aux patients témoins. Donc, une petite idée que peut-être les traitements diabétiques pourraient permettre de limiter l'arthrose. Depuis, il y a différents traitements qui sont à l'étude, notamment l'iraglutide, parce qu'il y aurait des effets anaboliques sur le cartilage et des éléments qui seraient protecteurs pour le développement d'arthrose. Donc, dans les années qui viennent, là, il y a un essai qui va commencer, mais il est possible que les traitements du diabète puissent être repositionnés sur le traitement de l'arthrose. J'en terminerai avec tout ça sur le fait donc qu'il y a un certain nombre de problèmes rhumatologiques chez les patients diabétiques, que ce qu'il ne faut pas faire pour nous, c'est de dire ah bah oui tiens on va l'infiltrer ou donner des corticoïdes parce qu'avec le diabète, ben, on va avoir un déséquilibre et ça peut ne faire que aggraver les choses. L'ostéoarthropathie nerveuse, il y a vraiment le besoin pour nous parce que ça peut être vu comme une arthrite septique ou comme une fissure de fatigue et si on passe à côté de l'ostéoarthropathie nerveuse, on va pas éviter aux patients la grande déformation du pied et potentiellement, il y a une indication thérapeutique du dénosumab. Et puis, sur arthrose et diabète, ben, je vous en ai parlé, c'est surtout dans les années qui viennent que l'on va voir s'il est possible d'utiliser ces médicaments en tant que traitement précoce ou préventif de l'arthrose. Voilà, je vous remercie et puis s'il y a des questions, on va pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Bruno, pour ce panorama des atteintes. J'avais un premier commentaire, c'est que pour moi, la réaction de Maillard, c'était quelque chose en cuisine pour faire cuire de la viande, mais finalement, Et ça ben, sert c'est aussi en exactement ça. médecine. Tout à fait. C'est la même. Et alors, moi, en pratique, le principal problème que j'ai avec le fait d'utiliser les corticoïdes, c'est sur les tendinopathies, parce qu'ils font quand même
plus de tendinite et des tendinites qui cicatrisent moins et pour lesquelles on n'a pas très envie de faire des infiltrations répétées pour les raisons que tu as dites. Et c'est là où il faut à chaque fois dire kiné, 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 kiné. Et il faut vraiment avoir la constance. C'est pas toujours facile de trouver un kiné, mais on s'en fiche, c'est kiné. Voilà. Il faut absolument ne pas lâcher et ne pas partir sur des infiltrations comment, à considérer. Sachant que il y a plus de risques d'arthrite septique iatrogène après infiltration chez un patient diabétique. Alors moi, je vais te poser une question. Merci Bruno, comme d'habitude. Est-ce que tu as une ligne de conduite lorsque tu indiques une infiltration, par exemple, dans une capsulite, malgré tout? Est-ce que tu as une ligne de conduite par rapport au taux d'hémoglobine glyquée que ton patient a, par exemple, dans les mois qui précèdent? Non. En général, ce qu'on fait, soit le diabète est bien équilibré, et c'est des patients qui sont suivis dans notre service de diabétologie, on sait à peu près ce qu'ils vont nous dire. Donc, on est surtout à expliquer aux patients comment surveiller la glycémie derrière, et on leur explique surtout que le déséquilibre, ça va être sur 3-4 semaines, et pas juste sur 2-3 jours. Et après, si on voit que l'hémoglobine glyquée est haute, on va demander l'avis des diabétologues qui, en général, nous disent oui, mais en pratique, on va essayer d'éviter les corticoïdes et même les pseudo-distensions à ce moment-là de mettre que de la xylocaïne et sans mettre de corticoïdes. On a quelques questions pour toi dans la conversation. La première qui vient de nos amis Rémois, qui te remercie pour le topo et qui demande si la chéroarthropathie diabétique peut être réversible si le diabète est bien équilibré. Donc, toutes ces modifications vont faire que le tissu va perdre sa capacité élastique. Donc, c'est un peu, si vous laissez la peau à plat sans rien faire, il va rien se passer, il n'y aura pas de côté réversible. Si par contre, donc c'est vraiment, plus le diabète va être équilibré, plus ce sera facile de retrouver l'élasticité des doigts en faisant de la rééducation, auto-rééducation, rééducation chez le kiné. Mais spontanément, ça ne va pas disparaître. Alors ensuite, on a une question de Marseille, du service de Pierre Laforgue, sur la capsulodistension, puisque si elle améliore la prise en charge en rééducation, pourquoi ne pas la faire en première intention dès le diagnostic? Alors, moi, j'avoue que je la fais très rapidement, la capsule distension, parce que c'est un moyen de mettre les gens dans une. Si on envoie les patients chez le kiné, sans vraiment sensibiliser le kiné, notamment en ville, la rééducation, elle va être un petit peu mollassonne. Si on est, donc on a ce qu'on aime bien faire, c'est on a la capsule distension. Nous, on l'a fait en peut-être 2 semaines, de manière à ce que dans les 3 jours qui suivent, on ait de la rééducation de façon 2 fois par jour, et pour bien apprendre aux patients ce qu'ils doivent faire derrière. Et donc voilà, donc clairement, moi je pense qu'il faut la faire aussitôt que on fait le diagnostic. Et par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas ça qui va faire que l'évolution va être franchement plus courte. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas vendre des rêves aux patients, ça va être quelque chose qui va s'étendre sur plusieurs mois avec de la rééducation et de l'auto-rééducation. C'est vrai qu'ils reviennent quelques degrés qui peuvent être. Mm. Alors, Mm. ta réponse est appréciée, tu es remercié. Euh, et ça leur permet de gagner quelques degrés. Moi, dans ma vie antérieure à l'Ouest, j'en faisais. Mais c'est vrai que c'est pas toujours bien toléré non plus. C'est un geste qui peut être un peu douloureux ou en tout cas qui fait une petite stimulation vasovagale chez les patients. Ouais. Et puis une dernière question avant qu'on Et par contre, je pense que la capsule distension en externe, c'est probablement pas optimal. Il faut vraiment qu'il y ait capsule distension et kiné en suivant. Et voilà. Donc, on l'a fait en nous, externe, mais ils avaient toujours, c'était le matin, ils avaient le rendez-vous fixé l'après-midi avec un kiné. voilà. Mais nous, on le fait Sinon, 2 fois par jour pendant toute cette semaine. Alors, peut-être qu'une semaine, c'est trop, hein, je ne sais pas. Mais vraiment d'avoir pour l'accompagnement, pour montrer les gestes, pour l'accompagnement, pour que les gens puissent percevoir jusqu'où ils peuvent aller. Et ensuite, une dernière question, donc, avant qu'on puisse libérer tout le monde, c'était sur l'ostéoarthropathie nerveuse. Est-ce qu'à la phase inflammatoire, la clinique suffit ou est-ce qu'il peut y avoir une place pour l'IRM?
Alors, objectivement, quand on a quelqu'un qui arrive et qui a le pied très inflammatoire, on va forcément se dire, est-ce que c'est sûr il n'y a pas une ostéite? Est-ce que c'est sûr il n'y a pas... Donc, en gros, on ne va pas échapper à des examens d'imagerie et notamment l'IRM. Alors, de temps en temps, sur la radio, on voit l'os qui commence un petit peu à s'abîmer. Euh, et entre IRM et scanner, il peut y avoir une discussion. Mais en gros, oui, on va aller à l'IRM. L'IRM va en général pas calmer l'anxiété ni du médecin ni du patient, puisqu'il va y avoir beaucoup de signes de remodelage, donc des hypersignaux qui vont être pas très très enthousiasmants. Donc, mais au moins, on verra un petit peu l'état des lieux des dégâts articulaires. Et on vérifiera qu'il n'y a pas de collection, de choses comme ça qui devraient faire orienter vers une pathologie infectieuse. Donc, je dirais que la clinique, objectivement, peut suffire. Ce n'est pas une obligation de faire une IRM, mais étant donné la difficulté de cette situation, en général, on y arrive, quoi qu'il arrive. Merci encore Bruno pour ce bel exposé. Et merci à tous de vous être connectés. On vous donne rendez-vous le 19, si je ne dis pas de bêtises, le 19 mars avec Guillaume Laride pour présentation sur l'hypophosphatasie ou hypophosphatasémie. Voilà. Bon après-midi à tout le monde. À bientôt. Merci, bon Merci. après-midi, au revoir.